Visite du Premier ministre à Paris, Dr Cheikh Modibo Diarra a rencontré la communauté malienne vivant en France. Principale question évoquée, le nord du Mali et la transition. Nous sommes au 16 juin 2012, journée de l'enfant africain. Sa célébration a été marquée aujourd'hui par le dépôt de gerbes de fleurs au mur des enfants par le ministre de tutelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra est arrivé à Nouakchott tout à l'heure en provenance de Paris. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue mauritanien ainsi qu'une forte communauté malienne vivant dans ce pays. La visite du Premier ministre en Mauritanie s'inscrit dans le cadre d'un périple qui le conduit dans les pays du champ et au menu de l'entretien plusieurs sujets parmi lesquels les défis de la reconquête du nord du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On vous l'annonçait hier, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra poursuit sa visite donc à Paris où il a rencontré le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius. Vous allez le voir sur ces images. Les deux personnalités ont évoqué la situation particulier au nord du pays. Le ministre français des Affaires étrangères a souligné avec force l'intérêt pour son pays de voir un Mali en paix en tant que pays ami, mais aussi en raison des diverses menaces que la situation fait peser sur l'Afrique et le reste du monde. Et sur place, là-bas à Paris, le Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra a également rencontré la communauté malienne. Les détails avec Aïssata Ibrahim Maïga. Qu'est-ce qu'on met en place pour la sécurité déjà de ce qui reste du territoire? Nous souhaiterions qu'après votre action de Ségou, vous nous précisiez effectivement quel est ce qui est entrepris sur le terrain, concrètement. Nous travaillons 17 à 20 heures par jour, samedi et dimanche y compris, pour essayer de résoudre une situation qui est intraitable. Des questions de Maliens de France, des réponses du Premier ministre malien, sujet principal, la situation intérieure du Mali avec ses différentes volets sécuritaires, politiques, sociales, économiques. Voilà la photographie de cette rencontre du Dr Cheikh Modibo Diarra avec la diaspora malienne de France. Une rencontre qui avait toutes les allures d'une réunion de famille. Autant ces Maliens étaient venus en nombre, autant les questions très variées traduisaient toutes leurs préoccupations face à la situation de crise que traverse notre pays. La communauté malienne de France est en colère. Cette colère-là ne vous vise pas personnellement. C'est un sentiment noble parce que nous n'imaginons pas un seul instant que nous allions vivre un jour la situation que nous sommes en train de vivre. Au jour d'aujourd'hui, la chose qui nous préoccupe le plus, c'est le nord de notre pays. Qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'il y a des commissions qui travaillent? Nous sommes en train de travailler sans arrêt pour trouver des voies et moyens pour réarmer notre armée avec des équipements modernes, des équipements qui fonctionnent. Nous sommes dans le même temps en train d'inviter la communauté internationale à se lier à nous pour essayer d'aller combattre deux fléaux qui sont des fléaux qui ne sont pas seulement des fléaux pour le Mali, mais pour le monde entier. Il s'agit du grand banditisme, avec trafic de drogue et toutes sortes, trafic d'armes. Il s'agit du terrorisme. Ainsi, pendant près de 2 heures dans un hôtel parisien, ces représentants de femmes, ces responsables de jeunesse et ces doyens de la communauté malienne de France ont tour à tour exprimé leurs sentiments, parmi lesquels l'inquiétude face à la crise sécuritaire dans le Nord ou encore l'indignation face à l'agression perpétrée contre la personne du président de la République, le professeur Dioncounda Traoré. À ce chapelet de questions, le Dr Cheikh Modibo Diarra a fourni des réponses sans détour avant d'appeler ses compatriotes vivant à l'extérieur au calme et à la sérénité.
Et le chef du gouvernement de prôner toujours l'union des cœurs de tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur pour qu'ensemble, dans une symbiose parfaite, nous puissions sortir le pays de cette impasse. Le Dr Cheikh Modibo Diarra a aussi évoqué au cours de cette rencontre les dégâts que peuvent entraîner les fausses informations. Voilà pourquoi il a invité les Maliens de la diaspora à ne pas porter crédit aux rumeurs et surtout d'éviter les amalgames. Je juge que dans cette histoire de guerre, il n'est pas bon de communiquer. Parce que lorsque vous communiquez, vous n'avez plus aucun contrôle. Toute communication que vous donnez à l'intention de vos concitoyens vont également dans les oreilles de l'ennemi. Au cours de cette rencontre qualifiée de constructive par l'assistance, le chef du gouvernement a informé ses interlocuteurs de la réactivation très prochaine du site du gouvernement malien. Selon lui, un créneau de diffusion de la vraie information sur l'ensemble des activités du gouvernement de transition, mais également sur toutes les initiatives prises par les autorités en vue de l'instauration de l'intégrité du territoire national, bref, du retour à la normale au Mali. Et ce message de condoléances du président de la République à Sa Majesté Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite à Jeddah. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle du décès du prince Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, héritier du trône et ministre de l'Intérieur du Royaume d'Arabie Saoudite. À travers cette disparition, le Royaume a perdu un de ses fidèles serviteurs et le Mali, un grand ami qui a toujours prêté une oreille attentive à ses préoccupations. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et des institutions du Mali, ainsi qu'à mon nom personnel, exprimer au peuple saoudien et à vous-même notre solidarité et par la même occasion vous adresser nos condoléances les plus émues. En formant des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, dont la vie aura un exemple de générosité, je vous prie, Votre Majesté, d'agréer les assurances de ma très haute considération. Le Mali célèbre demain, 17 juin, la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Le thème retenu cette année est « Les sols en santé soutiennent votre vie ». La lutte contre les feux de brousse ne doit pas être un slogan creux, mais une impérieuse nécessité. C'est le message fort que nous livre ici le ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement à l'occasion de cette journée. Alpha Bokar Nafou. La désertification est une réalité, bien connue de notre pays depuis des années. Elle est visible à travers l'irrégularité des pluies, l'ensablement des cours d'eau, la déforestation, la dégradation des terres et bien d'autres facteurs qui ont fini par déstructurer nos écosystèmes, altérer nos systèmes de production et désagréger la structure sociale. Notre pays a participé en 1992 à la conférence mondiale de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement durable, à la suite de laquelle il s'est engagé notamment à préparer un plan national d'action environnementale, appuyer la négociation et l'élaboration d'une convention internationale de lutte contre la désertification. Mes chers compatriotes, la double question de savoir si le Mali dispose de sols sains et si nous allons vers une neutralité de la dégradation des terres, nous faisons tout simplement remarquer que la santé de nos sols nous engage véritablement. Nous devons agir et être à même d'inverser ces paramètres qui ne font que fragiliser une grande partie de notre patrimoine économique constitué par nos ressources naturelles et environnementales. Les propos du ministre ont été recueillis par Djemba Moussa Konaté. Une autre journée, celle dédiée aux enfants, elle a été célébrée aujourd'hui à travers le dépôt de gerbes de fleurs au mur des enfants en face du 1er arrondissement. Un devoir de mémoire aux enfants du massacre de Soweto rappelé par le ministre de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant. Le thème national est l'appel d'urgence en faveur des enfants du Nord. Mohamed Diarra est allé voir. Décor inhabituel ce samedi 16 juin sur cette voie. Les occupants des lieux ont laissé leur place aux tout petits et ces derniers sont venus assez nombreux, le cœur attristé, pour assister à cette cérémonie du dépôt des gerbes de fleurs. Le ministre de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant
se soumet donc à un exercice désormais traditionnel. Le geste est anodin, mais il en dit long sur le massacre des enfants de Soweto. Tout un symbole historique et un devoir de mémoire. Le thème national est appel d'urgence en faveur des enfants du Nord. C'est pour leur dire que toujours on se souvient de eux. Même s'ils sont au Nord, on va trouver une solution pour eux quand même. Par ce acte, les autorités maliennes sèment et entretiennent la graine de solidarité à l'endroit des enfants de Soweto et à ceux des régions du nord du Mali. La commémoration de la journée de l'enfant africain, c'est un devoir de mémoire et de souvenir. Mais je dirais que c'est un devoir aussi de transfert de compétences. Un devoir de responsabilité, un devoir d'exemplarité, de référence. Je suis fière de voir que c'est en solidarité avec les enfants du Nord qui n'ont rien fait pour mériter ça. Cette cérémonie de dépôt des gerbes de fleurs est une initiative de Enda Mali, une organisation qui travaille pour la promotion des droits des enfants. Notre organisation Enda Chairman ne ménagera aucun effort pour apporter sa modeste contribution à cet effort de mobilisation en faveur des enfants des régions du Nord. En effet, Enda Chairman, qui intervient à Mopti, Gao et Tombouctou depuis presque une décennie, va poursuivre et renforcer ses actions de promotion et de protection des droits de l'enfant dans cette localité. L'esprit de solidarité et l'émotion étaient donc la chose la mieux partagée à cette cérémonie. Les uns et les autres se sont quittés dans l'espoir de voir la paix rapidement revenir au nord du Mali, pour ainsi permettre aux enfants déplacés de jouir pleinement de leurs droits. De l'autre côté, ceux-ci sont indifférents à cette journée. Le mouvement IBK 2012, une chance à saisir, apporte sa contribution aux actions humanitaires pour les populations des régions du nord du Mali sous occupation. La vice-présidente, Mme Konaré Kadiatou Doumbouya, vient de remettre au nom du mouvement au secrétaire général adjoint du RPM 30 sacs de riz, 20 cartons de savon, 120 litres d'huile et 6 cartons de dattes destinés donc aux populations des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Les donateurs ont donc profité de l'occasion pour faire des bénédictions pour le Mali. Voilà le don du mouvement IBK 2012, une chance à saisir, qui apporte sa contribution aux actions humanitaires. Autre don, celui de l'Association pour le développement du cercle de Nara. Cette association a remis hier la somme de 610 000 francs CFA au collectif des ressortissants du Nord Koren, également l'Association des ressortissants du Nord résidents dans la commune de Bamafélé à Manantali n'est pas restée en marge. Elle a offert une enveloppe d'1 060 000 francs CFA. Voilà le don de l'Association pour le développement du cercle de Nara et celui de l'Association des ressortissants du Nord résidents dans la commune de Bamafélé. Un tour en Égypte pour parler de l'élection présidentielle deuxième tour. Les Égyptiens ont 2 jours pour choisir entre le candidat Ahmed Chafi, qui a déjà le soutien des chrétiens, et son rival Mohamed Morsi, candidat des frères musulmans. Un vote qui se déroule non sans violence. Sous la chaleur et la surveillance de l'armée, de longues files d'attente patientent devant les bureaux de vote. Pendant 2 jours, les Égyptiens vont désigner leur nouveau président et tourner la page de l'ère Moubarak. Mais le spectre du Raïs n'est jamais très loin. Le candidat Ahmed Shafik est un ancien militaire proche du pouvoir. Il peut compter sur le soutien des chrétiens et des libéraux qui voient en lui un rempart aux islamistes. Le plus important, c'est la création d'un processus démocratique. C'est pour cela que nous nous battons. Nous voulons la stabilité et il faut que le candidat le plus expérimenté gagne. Nous appelons les électeurs à se mobiliser pour la sécurité. Face à lui, Mohamed Morsi, le candidat des frères musulmans. Il représente le vote islamiste et des groupes salafistes, très influents depuis la chute d'Hosni Moubarak. J'ai voté pour Mohamed Morsi. Ça fait 60 ans que nous sommes dirigés par un pouvoir militaire. On vote pour changer ce système. L'armée, on n'en veut plus. Malgré la sécurité, le vote se déroule dans un climat d'extrême tension. Des incidents n'ont pas tardé à entacher le scrutin. Ces gens viennent devant les bureaux de vote et nous disent de voter pour Mohamed Morsi. Séparés par l'armée, les partisans des 2 candidats en sont venus aux mains devant ce bureau de vote. Cet homme est un sympathisant de Shafik. Il nous a insultés et puis il a déchiré sa chemise pour faire croire qu'on l'avait agressé.
Après la décision de l'armée d'invalider les élections législatives, ces élections doivent impérativement réussir. En cas d'échec, le pays pourrait plonger dans le chaos politique. Les Nigériens, eux, cherchent plutôt une solution à la sécheresse qui sévit dans leur pays et ce sont 6 millions de Nigériens qui sont menacés par la faim selon l'ONU, une situation qui joue sur la fréquentation de l'école par les enfants. À Walam, comme dans tout le Niger, les hommes et les bêtes souffrent. Déjà 2 ans de sécheresse et la dernière récolte a été pire encore. Il ne reste presque plus rien à manger dans les greniers. Beaucoup d'enfants n'ont même plus la force d'aller à l'école. L'enfant qui n'a pas mangé, il ne peut pas suivre à l'école. Donc vraiment la seule solution, je pense que c'est la création des cantines scolaires. Ça va mettre un frein à la situation des cas d'abandon. En attendant, l'école est déserte et le village aussi se vide peu à peu. Les familles de Walam se replient vers Niamey, la capitale. Elles se regroupent dans des camps de fortune. La dernière récolte a été très mauvaise. Nous avions faim, alors le chef du village nous a demandé de partir et de chercher ailleurs la nourriture pour les enfants. La souffrance est partout dans le monde, mais au Niger c'est pire. Sinon, comment expliquer que nous sommes obligés de quitter nos villages avec nos enfants pour leur trouver de quoi manger? C'est une lutte juste pour survivre. La période de soudure commence à peine. La prochaine récolte ne sera pas avant septembre, mais le Niger est déjà aux portes de la famine. 6 millions de personnes sont menacées, les enfants sont en première ligne. Dans plusieurs centres humanitaires du pays, des ONG sonnent l'alarme. Elles signalent de plus en plus de cas de malnutrition infantile. Ici au Mali, politique de la communication en temps de crise, la question était au centre d'une conférence débat organisée ce matin par l'amicale des diplômés en sciences économiques à l'hôtel Nord-Sud, placé sous la présidence du ministre de la Communication, des Postes et des Nouvelles Technologies, porte-parole du gouvernement, et parrainée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Mines. La conférence a regroupé plusieurs journalistes et communicateurs des médias publics et privés. Nando Dambélé pour le compte-rendu. L'objectif recherché par la conférence est de sensibiliser les hommes des médias et communicateurs sur leur rôle et leurs responsabilités en ces temps difficiles que traverse notre pays. C'est donc dire, dans le cadre d'un rappel historique, que l'influence de la communication dans le processus de développement n'a pas débuté aujourd'hui. Toujours est-il que depuis bientôt 2 décennies, la portée des moyens de communication est devenue une réalité dans notre pays. L'amicale apporte ainsi sa contribution dans le cadre du management économique et social du Mali en accompagnant les acteurs et bénéficiaires tout au long des changements de nos structures en vue de faire du Mali un pays émergent à moyen terme. Le thème de cette conférence, à savoir la politique de communication en temps de crise, est un thème d'actualité qui se caractérise par son extrême sensibilité et sa complexité. Car vous n'êtes pas sans savoir que notre pays traverse actuellement l'une des crises, sinon la crise la plus grave de son histoire depuis son accession à l'indépendance. Généralement, en temps de crise, ce qui est fondamental pour les hommes des médias et même pour le citoyen lambda, c'est la communication, surtout à temps réel. L'amicale a en outre remis un lot de médicaments à cri de cœur pour le Nord, pour les populations éprouvées des régions sous occupation. 15e Assemblée générale du réseau Niès-Sigisso, c'était ce matin à Ségou. Il en ressort que l'Union des caisses d'épargne et de crédit Niès-Sigisso a réalisé un bénéfice net d'environ 180 millions de francs CFA. Cette rencontre a également permis de faire le bilan des activités menées en 2011 et de discuter de la vie du réseau Niès-Sigisso. Ségou, les précisions de Brima Koni. Plus de 16 milliards 90 millions de francs CFA, c'est l'actif total de l'Union des caisses d'épargne et de crédit Niès-Sigisso du Mali. Le bénéfice réalisé par le réseau en 2011 se chiffre à environ 180 millions de francs CFA. Voilà ce qu'il faut essentiellement retenir de cette 15e Assemblée générale. Le résultat d'exploitation au 31 décembre est de 179 901 748 francs.
Ce progrès réalisé est le fruit d'une synergie d'action entre les organes sociaux, à savoir le conseil d'administration, le comité de crédit, le conseil de surveillance, de déontologie et la direction générale de Niassiguisso. Cependant, la bataille pour l'obtention d'une meilleure qualité du portefeuille de crédit est loin d'être remportée. C'est le lieu de lancer un vibrant appel aux bénéficiaires des prêts de nous faciliter le travail et aussi à tous ceux qui sont impliqués dans le processus de gestion des crédits pour plus de professionnalisme. La mission de Niassiguisso est une mission double, à savoir économique et sociale. Il est clairement apparu des assises de Ségou que le réseau Niassiguisso occupe une place remarquable dans le développement socio-économique du Mali. Ce qui a beaucoup retenu notre attention, c'est votre attachement à certains principes fondamentaux pour la pérennité d'une organisation parmi lesquelles il convient de citer l'éthique, la transparence, le sens du partage. Les caisses et les employés qui se sont fait remarquer à travers leur talent et leur bravoure ont reçu des prix et des certificats. Et nous restons à Ségou où Plan Mali a injecté plus de 52 millions de francs CFA, notamment dans la réalisation des infrastructures scolaires dans le village de Tafalan, cercle de Baraouli. La cérémonie d'inauguration a regroupé les autorités scolaires et les responsables politico-administratifs de la région de Ségou. Ségou, Fousseni Samaki. 3 salles de classe, un bureau-magasin pour le premier cycle, un centre d'éducation préscolaire clôturé et équipé, un forage pour un coût total de plus de 52 millions de francs CFA. Cette réalisation est l'œuvre de Plan Mali de Baraouli avec l'appui financier de l'Office national Plan Japon. Elle s'inscrit dans le cadre d'un développement adéquat pour la petite enfance, un des objectifs clés de Plan Mali dans l'accompagnement du système éducatif malien. Plan a investi cette année plus que 800 millions de francs CFA seulement dans les infrastructures scolaires et préscolaires. Mais nous savons qu'il y a encore beaucoup d'écarts à combler, surtout dans le domaine de l'enregistrement des naissances, de l'éducation des filles et des violences faites aux enfants en milieu scolaire. Cette action de Plan Mali apporte du sang neuf dans l'amélioration de la qualité de vie de l'enfant. Lorsque nous parlons des tout petits, nous parlons de protection de tous leurs droits. Toutes ces actions que nous menons pour le bien-être du jeune enfant, c'est tout simplement pour lui permettre, n'est-ce pas, d'être épanoui. J'invite le maire de Baraouli, le directeur du Cap de Baraouli et les populations de Tafalan à s'investir davantage pour que le centre de développement de la petite enfance et l'école soient cités en exemple dans la région de Ségou. Notons que Plan Mali intervient dans le cercle de Baraouli depuis 2005 à travers des programmes qui devront permettre aux enfants et jeunes de jouir de leurs droits à l'éducation, à la protection, à la santé et à un niveau de vie décent dans les communautés résilientes. La pauvreté énergétique et le développement rural, c'est le thème d'un atelier de formation ici à Bamako. Les représentants des organisations non gouvernementales au Mali et ceux de Barfoot Power participent à cet atelier. Ils recevront des informations sur la nécessité, l'accessibilité et la disponibilité de l'énergie solaire dans les milieux ruraux. Tamsir Diabaté nous donne les détails. L'une des questions fondamentales de l'heure, c'est comment endiguer la pauvreté énergétique en milieu rural. Pour relever ces défis, Barefoot Power, une structure australienne qui fabrique des produits énergétiques destinés aux pauvres, partage son expérience avec les ONG au Mali. Au cours des échanges, il s'avère que l'énergie renouvelable est une solution pour lutter contre la pauvreté. Les populations rurales, les populations pauvres dépensent énormément d'argent pour s'éclairer, pour charger leur téléphone. Et vous savez, quand la nuit tombe, on ne peut plus continuer à travailler, la boutique doit fermer, les enfants ne peuvent pas étudier. Et le développement économique et le développement humain sont des choses importantes pour pousser une population à se développer, et le pays en gros en général. Food Power en ce moment entre en contact, en partenariat avec les ONG pour pouvoir rendre nos produits accessibles à ces populations rurales-là. Au Mali, l'accès à l'électricité de la population est de 24%, soit 13,8% en zone rurale selon le document de Barefoot Power. Ainsi, la pauvreté énergétique dans les milieux ruraux se manifeste par l'utilisation de lampes tempêtes et du feu de bois.
Ils éprouvent également des difficultés à charger leur téléphone portable. Les participants ont pris bonne note de cette nouvelle donne de lutte contre la pauvreté. La campagne de vaccination contre la poliomyélite va débuter le 29 juin et ce jusqu'au 2 juillet prochain. Et cette opération concerne toute l'étendue du territoire malien, y compris les régions du nord du Mali sous occupation. L'information a été donnée hier au cours d'une conférence de presse organisée par Rotary International, district 9100. Pour la cause, plus d'1 milliard de francs CFA sera investi dans l'opération destinée aux enfants de 0 à 5 ans. Le compte rendu avec Alpha Maïga. Avec les hommes de médias, il a été question de la lutte engagée par Rotary International dans l'éradication de la poliomyélite. Et pour mettre fin à la polio, le Rotary reste mobilisé pour mener des actions concertées dans la vaccination des enfants de 0 à 5 ans. Pourquoi le Rotary est assis à la table de la polio? Là, nous voudrons expliquer au grand public que nous ne sommes pas des intrus à cette table. Nous ne sommes pas invités, mais nous avons invité. Nous sommes un des premiers acteurs dans la lutte contre la polio. La polio est une maladie dont l'éradication totale nécessite l'implication de tous. Ainsi, pour cette année 2012, malgré la situation sécuritaire que le pays vit, la campagne de vaccination de la polio va démarrer du 29 juin au 2 juillet prochain. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le montant qui sera investi. Depuis 1985, nous avons lancé le défi d'éradiquer la poliomyélite d'ici l'an 2005, qui devait correspondre au centenaire du Rotary. Face à ces défis, des Rotariens de tous les clubs ont souscrit avec nos partenaires de l'OMS. Le combat pour un monde sans polio est presque gagné, à plus de 99%. Et c'est dire que le slogan de Rotary International, en finir avec la polio, maintenant, ne sera pas du tout un slogan creux. Page noire de ce journal, Soumana Mamadou Maïga, professeur d'enseignement supérieur à la retraite, est décédé lundi dernier à l'âge de 77 ans. Il a été transporté aujourd'hui à Ouattaghouna, cercle d'Ansongo, son village natal, en 7e région où il reposera pour toujours. De nombreux parents, amis et collaborateurs lui ont rendu hier après-midi un dernier hommage. C'était à Faladje, en commune 6 du district de Bamako. Tchemoko Konati. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas arrivés à nous débarrasser de l'esprit colonial, de cet esprit qui consiste à dire, quand on est fonctionnaire, on fait sa poche. Professeur d'enseignement supérieur en sciences biologiques, ancien syndicaliste et ancien maire de la commune rurale de Ouattaghouna dans le cercle d'Ansongo, Soumana Mamadou Maïga nous a quittés le lundi dernier aux alentours de 11 h du matin. En votre nom, j'adresse à ses vœux, ses enfants, proches parents et connaissances, nos condoléances les plus attristées. Né en 1935 à Ouattaghouna, l'illustre disparu fit ses études primaires à Ansongo, puis à Sévaré et à Katibougou, où il obtint son baccalauréat. Il poursuivit ses études à l'école William Ponty, d'où il sortit comme instituteur. Toujours amoureux du savoir, Soumana Mamadou Maïga entama ses études d'enseignement supérieur à Abidjan en Côte d'Ivoire pour terminer à l'école normale supérieure au Mali. L'homme occupa plusieurs postes de responsabilité. Outre ses activités professionnelles et politiques, l'éminent professeur de biologie était aussi un passionné de la terre. Il a été parmi les initiateurs des aménagements des périmètres irrigués de Ouattaghouna. Il a compris très tôt que le développement de notre pays passe obligatoirement par l'agriculture. Ses parents, amis et collaborateurs retiennent de lui plusieurs qualités: l'optimisme, la sagesse, la discipline, la rigueur, la défense des valeurs sociétales. Des qualités qui lui ont permis d'être élevé au rang de l'officier de l'Ordre national du Mali et du chevalier du mérite agricole. Homme d'action, pétri d'intelligence et d'initiative créatrice, il ne rechignait jamais
à l'effort. Le corps du professeur Soumana Mamadou Maïga a été transporté ce samedi dans son Ouatagouna natal, où il reposera pour toujours. Paix à son âme. Et c'est la fin de cette édition. Les infos reviennent demain à 13h. Ce sera une présentation d'Indéhi Sissoko. Et moi, je vous retrouve, si tout va bien, demain à 20h pour la grande édition. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Soyons de cœur et d'action avec eux. Merci, bonsoir et à demain.